Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette conférence de André Brien que nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui à Bordeaux. André Brien est un grand monsieur dans les recherches sur la prise en charge de la malnutrition chez l'enfant. Il est le co-inventeur du Plum Peanut qui est un produit clé dans la prise en charge de la malnutrition infantile, ce que va vous expliquer André dans sa présentation. Et je voulais dire que André, tu étais une source d'inspiration pour nous, parce que en fait, tu as une capacité à présenter les problèmes autour de cette thématique de façon pragmatique et du fait de ta grande connaissance du terrain. Et nous, ici, on est un petit groupe à travailler sur cette thématique avec l'ONG humanitaire Alima. Et on se réfère souvent à tes articles et on dit, bon, qu'est-ce qu'André a dit ? Et voilà, et ça nous aide après à définir nos protocoles de recherche, nos stratégies d'analyse. Et donc du coup, je vais vous laisser écouter André et vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est une source d'inspiration pour nous. Donc voilà, André, on te laisse la parole. Merci Renaud pour cette introduction très flatteuse. C'est toujours un peu embarrassant qu'on ait présenté de la sorte, parce qu'il y a un gros risque que l'auditoire soit déçu. Je vais peut-être me présenter un peu plus en détail. Donc, à l'origine, je suis médecin de formation. Après avoir terminé mes études, j'ai été recruté comme chercheur à l'Orstom, qui est devenu par la suite l'IRD. J'ai travaillé pas mal d'années dans les pays en voie de développement. J'ai notamment passé 5 ans au Sénégal et 5 ans ensuite au Bangladesh, travaillant sur les thèmes de la malnutrition. Après ça, je suis rentré en France où j'ai collaboré de façon plus ou moins informelle avec toute une série d'ONG. Et puis en 2004, je suis parti travailler à l'OMS, où je suis resté jusqu'en 2009, où là, l'administration a remarqué que j'avais atteint l'âge limite, et donc j'ai été mis dehors, étant hors d'état d'avoir une activité intellectuelle correcte. Et depuis, je suis recyclé en conseillant de différentes ONG. Et d'autre part, je collabore avec 2 universités, une en Finlande et une au Danemark. Prise en charge de la malnutrition infantile aiguë sévère en Afrique, succès et défis. Alors, le premier défi, c'est que je n'arrive pas à passer à la diapositive suivante. Ah si, voilà. Donc je n'ai pas de conflit d'intérêt. De quoi parle-t-on quand on parle de la malnutrition aiguë sévère? Donc l'OMS et l'UNICEF ont une définition standard. On considère qu'un enfant a une malnutrition aiguë sévère quand il remplit un des 3 critères suivants, soit le périmètre brachial qu'on désigne souvent par l'acronyme MUAC, donc périmètre brachial inférieur à 115 mm entre l'âge de 6 et 60 mois, un indice poids-taille inférieur à moins 3 écarts types ou des œdèmes nutritionnels. Alors, la raison de cette définition, c'est que le risque de décès des enfants augmente fortement quand leur état nutritionnel passe en dessous d'un de ces seuils. Sur le graphique de gauche, vous avez une étude qui montre le risque de décès chez les enfants en fonction de leur indice poids-taille. Et vous voyez que quand on passe en dessous de moins 3 écarts types, le risque augmente fortement. Pour le périmètre brachial, au MUAC, on observe la même chose, le risque de décès commence à augmenter en dessous de 125 et il augmente très fortement en dessous de 115 mm. Combien d'enfants ont-ils une malnutrition aiguë sévère à travers le monde? Alors, c'est une question assez compliquée. Le document qui sert de référence pour évaluer le nombre d'enfants ayant une malnutrition aiguë sévère est un document qui est publié conjointement tous les ans par la Banque mondiale, l'UNICEF et l'OMS, et qui, dans sa dernière édition, recensait quelque chose comme une 40aine de millions d'enfants ayant une malnutrition modérée et environ 15 millions d'enfants ayant une malnutrition aiguë sévère, donc correspondant à la définition que je vous ai donnée. Il y a cependant un petit problème dans cette statistique, c'est que ces rapports ne comptent que les enfants qui ont un indice poids-taille inférieur à moins 3. Pour une raison obscure, ils ne comptent pas les enfants qui ont un MUAC inférieur à 115. Ils ne comptent pas non plus les enfants qui ont des œdèmes nutritionnels. Donc on voit que c'est une première raison pour laquelle ces chiffres sont sous-estimés. Et d'autre part, ces estimations sont basées sur des enquêtes de prévalence. Dans les enquêtes de prévalence, font une estimation du nombre d'enfants qui répondent à ces critères à un enfant donné. Mais nous, ce qui nous intéresse, enfin pour les gens qui veulent traiter ces enfants, c'est combien auront cette définition au cours de l'année.
Alors c'est un problème assez complexe. Ça a des implications pratiques. L'UNICEF est très demandeuse pour avoir une estimation correcte des chiffres réels, parce que vous verrez que pour traiter ces enfants, il faut commander des produits nutritionnels. Et si au départ ils faisaient leurs commandes basées sur des estimations basées sur la prévalence, en utilisant un petit facteur de correction, et ils se sont rendus compte que très souvent ils étaient en panne de produits au milieu de l'année ou même bien avant. Et donc, il y a une étude qui était, l'UNICEF a demandé à ce qu'un groupe basé à Harvard de faire une estimation correcte du coefficient de correction à apporter. Et on s'est aperçu qu'il faut à peu près multiplier par 3 en moyenne le nombre d'enfants donnés par les enquêtes de prévalence pour avoir une idée du nombre d'enfants à traiter tous les ans. Donc, pour l'Afrique, par exemple, au lieu de 3 ou 4 millions, on est autour de 10-12 millions vraisemblablement d'enfants à traiter tous les ans. Alors, comment traite-t-on ces enfants? Le traitement de la malnutrition a fortement évolué au cours de ces 50 dernières années. Et ici, vous avez un graphique qui montre les taux de mortalité des enfants ayant une malnutrition aiguë sévère. Alors, c'était des définitions un petit peu différentes à l'époque, mais vous pouvez voir une évolution au cours du temps. Et ce que vous pouvez voir, ça c'est une diapositive donc, qui a été faite, je crois, par le professeur Golden, qui travaillait en Jamaïque, dans une unité de référence. Il a repris des données historiques. Et ce que vous pouvez voir, c'est que dans les années 50-60, dans ce centre qui était un centre de recherche, un centre de référence, la mortalité était relativement élevée, puisque en regardant sur ce graphique, vous aviez entre 15 et 20% des enfants admis à l'hôpital pour traiter cette condition qui décédaient. Et puis au fil des années, il y a des améliorations qui ont été apportées pour le traitement. Et vous pouvez voir que la mortalité a progressivement baissé. Donc, les améliorations apportées, c'est qu'on a d'abord commencé à rajouter du potassium, donner des suppléments de potassium, de magnésium. Après ça, on s'est mis à donner du zinc. Et une autre innovation, aussi un autre élément qui a fortement contribué à la réduction de la mortalité, c'était l'arrêt des perfusions intraveineuses. Parce que ces enfants ont souvent des tableaux qui font penser à une déshydratation, mais c'est des faux diagnostics, parce que les signes de déshydratation, de dénutrition se recoupent. Et donc, on a tendance à surestimer le degré de déshydratation et on peut avoir un nombre de décès important si on ne dose pas bien ces protocoles de réhydratation. Au cours de ces années aussi, on a fait des progrès en ce qui concerne l'estimation des besoins en protéines et énergie des enfants en cours de renutrition. Et ici, vous avez un graphique qui doit dater d'une étude qui doit dater de 1968, qui montre la relation entre les apports en protéines et les apports en énergie et le gain de poids. Et montrant que ce sont les apports, dans cet article, donc il y a une régression multiple qui montre que le facteur déterminant, c'est les apports en énergie. Donc au cours de ces années-là, s'est dégagé un consensus qu'il ne fallait pas donner du lait tel quel, du lait de vache, dérivé de lait de vache tel quel à ces enfants, parce qu'il était trop riche en protéines, pas assez riche en énergie. Donc à cette époque-là est apparue l'habitude de renforcer le niveau en énergie des laits, en y ajoutant de l'huile et du sucre. Généralement, donc assez rapidement, on a abouti à une formule qui était un mélange de lait écrémé, d'huile et de sucre. Le lait écrémé étant le produit lacté le meilleur marché, et qui était également disponible dans de nombreux programmes d'aide alimentaire, d'aide humanitaire. Alors vous pouvez voir, ces études sont intéressantes, elles ont un caractère historique, mais vous pouvez voir qu'à l'époque, on travaillait de façon un petit peu différente de maintenant. Si maintenant on voulait résoudre ce problème, savoir combien il faut donner de protéines à un enfant, on ferait des études randomisées, en double aveugle, et avec un effet dose, une mesure de l'effet dose. Ça n'a pas été fait, ça n'a jamais été fait. Voilà, mais enfin, ceci dit, on a abouti à certains résultats intéressants. Alors ça, c'est une autre étude qui montrait également, que c'est une des études qui a convaincu les gens qu'il fallait donner des suppléments en potassium aux enfants qui avaient une malnutrition sévère, qu'ils avaient besoin de grandes quantités de potassium au cours de leur renutrition. Et ça, c'est une mesure de l'augmentation de la concentration en potassium de ces enfants, de potassium total, au cours de la renutrition. Alors, c'est des études qui sont anciennes, donc elles datent de 1970, mais c'était déjà une technologie assez avancée. Car pour mesurer le potassium total, on mesure la radioactivité naturelle du corps. Vous savez que chacun d'entre nous, on émet un peu de radioactivité qui est le reste de réactions nucléaires qui ont lieu dans les étoiles au moment de la formation de notre galaxie. Et chacun d'entre nous, on émet un petit peu des radiations qui sont en fonction du potassium total. Donc ils se mesurent en mettant la personne à l'abri des rayons cosmiques. Je vous donne une idée quand même de la complexité de ces études déjà anciennes.
parce que sinon ça perturbe la mesure. Donc voilà, on a dit qu'il fallait rajouter du potassium, etc. Au bout de quelques années aussi, on s'est rendu compte qu'il fallait rajouter du zinc. Alors il y a deux éléments qui ont mené à cette conclusion. C'est que d'abord on s'est aperçu, il y a des gens qui sont aperçus, donc ça c'est des études de Golden, 1981, qui montraient que si on ne supplémentait pas les enfants au cours de la renutrition, on observait une baisse du niveau sérum de zinc. Donc apparemment il y avait une carence en zinc qui apparaissait au cours de la renutrition. Et d'autre part, sur le graphique de droite, vous voyez une autre étude intéressante où on a donné du zinc à un groupe d'enfants, donc c'est une étude comparative. Alors de nouveau, c'est une étude faite à l'ancienne, c'est-à-dire que les deux groupes n'ont pas été menés en simultané, en double aveugle, etc. Mais ce que montrent ces graphiques, c'est que si on donne du zinc à des enfants au cours de la renutrition, vous avez à apport énergétique égal, un gain de poids supérieur. Le graphique que vous avez à droite, sur l'axe des X, c'est les apports en énergie, sur l'axe des Y, vous avez les gains de poids. Donc vous avez une augmentation plus rapide des gains de poids, et ceci s'explique par la nature différente de la composition corporelle du tissu déposé. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour synthétiser du gras, vous avez surtout besoin d'énergie. Pour synthétiser du tissu maigre, vous avez besoin de beaucoup d'autres éléments, notamment du zinc. Et d'autre part, le contenu en énergie du tissu gras est très élevé. C'est de l'ordre de 9 kilocalories par kilo par jour, alors que le tissu maigre est constitué essentiellement d'eau et de protéines. Vous avez 80% d'eau, 20% de protéines. Donc le contenu en énergie du tissu maigre est beaucoup plus faible. Donc ça explique le gain de poids supérieur obtenu après supplémentation en zinc. Alors en 1993, il y a une petite révolution qui s'est produite parce que, au fil des années, la liste des nutriments qu'il fallait rajouter au cours de la renutrition, dont on s'est rendu compte qu'il fallait les rajouter, s'est allongée et devenait un petit peu compliquée. Et donc en 1993, LMSF a organisé une réunion avec Epicentre pour faire le point. Et à cette réunion-là, donc il y avait de nombreux experts qui sont venus, le professeur Waterloo, le professeur Golden, etc. Donc une grosse représentation de la Jamaïque, plus des nutritionnistes belges, etc. Et à la fin de la réunion, on s'était mis d'accord sur une formule de supplémentation en vitamines et minéraux qui devait convenir. Et le problème, c'est que c'était assez compliqué à fabriquer. Et peu de temps après, on a été approché par Michel Lescan, qui était alors directeur, qui venait de fonder une société qui s'appelait Nutri7, qui à l'époque comportait le directeur, son épouse et sa grande sœur, je crois, et qui sont venus et qui nous ont dit, si vous voulez, cette formule que vous trouvez très compliquée, moi je peux vous la produire industriellement à un prix tout à fait raisonnable. Alors au début, on a poussé des cris d'horreur, parce que vous savez que ça fait partie des gènes des nutritionnistes de se méfier de l'industrie agroalimentaire. Et surtout, on avait fait un petit calcul, c'est que jusqu'à présent, on préparait les repas de nutrition en mélangeant lait, crème et huile, sucre, en rajoutant les éléments minéraux, et les repas qu'on obtenait étaient très bon marché par rapport aux formules infantiles du marché. À ce moment-là, donc, Michel Lescan nous a expliqué qu'en fin de compte, si les formules infantiles valent si cher, c'est parce que la marge prise par les fabricants est très confortable aussi, ils ont des frais de marketing importants, et il m'a dit, écoutez, enfin, il nous a dit, si vous voulez, moi je le produis industriellement, je prends une marge raisonnable et puis vous voyez ce que ça va donner. Et en fin de compte, les prix étaient suffisamment intéressants pour que l'initiative, l'idée, cette innovation prenne. Il y a plusieurs raisons. C'est que le surcoût n'était pas très important. D'autre part, c'est que dans les programmes classiques, on passait énormément de gens, on passait énormément de temps, il y avait énormément de ressources humaines qui étaient consacrées à la préparation des repas. Et donc vous ne pouviez pas démarrer un programme très rapidement parce qu'il fallait du temps pour préparer tout ça. Là, vous pouviez du jour au lendemain préparer vos repas, etc. D'autre part, on savait très bien qu'il y avait fréquemment des risques d'erreur. Les conditions d'hygiène étaient loin d'être parfaites, etc. Donc très rapidement, l'usage de ces laits étouffés s'est répandu, à tel point que dès 1995, l'UNDP, donc, qui est un organisme des Nations Unies, a produit une norme qui permettait aux organismes des Nations Unies d'acheter ces laits préparés tout faits par appel d'offres. Et cette norme a été prise notamment à la demande de MSF. 1999, l'OMS publie un manuel sur le traitement de la malnutrition sévère qui entérine cette formule qu'on appelle désormais formule du F100, parce que cette formule, donc, qui à la base est du lait écrémé, huile, sucre, auquel on rajoute de l'eau, à la base, cette formule a 100 kilocalories pour 100 millilitres, c'est pour ça qu'on l'appelle F100.
Donc en 1999, cette formule est entérinée par l'OMS et il y a plusieurs centaines de milliers d'enfants qui ont été traités avec cette formule à l'époque dans les opérations humanitaires. Ceci dit, l'utilisation de cette formule lactée en poudre posait un certain nombre de problèmes. C'était quelque chose de très efficace, mais cette formule ne pouvait pas être utilisée à domicile, à tel point que c'est marqué en toutes lettres dans le manuel de 1999 dont je vous ai montré la couverture, ne pas utiliser ces formules à domicile. Les enfants ayant une malnutrition aiguë sévère doivent être traités à l'hôpital. Alors, personnellement, dans les années que j'ai passées au Bangladesh, j'avais fait pas mal d'études sur l'épidémiologie de la malnutrition. Ce qui me paraissait clair, puisqu'il paraissait clair à tous les gens qui avaient une certaine expérience du terrain, c'est que c'était une grosse limitation. Avec cette approche-là, on ne pouvait traiter qu'une petite fraction des enfants qui avaient une malnutrition aiguë sévère. Alors pourquoi l'OMS mettait son veto pour l'utilisation de ces produits à domicile? C'est qu'il y avait un double risque. C'est que d'abord, vous risquez de provoquer des diarrhées si accidentellement ces repas que vous préparez en mélangeant cette poudre avec de l'eau, si cette poudre est contaminée, si ce repas est contaminé. Donc très très dangereux. Deuxièmement, c'est que vous savez qu'un des axes majeurs de prévention de la malnutrition, c'est d'encourager l'allaitement au sein. Et vous risquez de créer une certaine confusion. Si d'un côté vous dites aux mères ne donnez pas des formules infantiles, allaitez au sein, et puis de l'autre côté, dès que ça va pas bien, vous donnez une formule lactée. Donc ça aurait créé une espèce de dissonance, comme on dit maintenant. Donc voilà, conclusion d'en rester là, et seule une petite partie des enfants malnutris pouvaient être traités par cette approche. Ceci dit, le risque de prolifération des bactéries en cas de contamination accidentelle n'est pas limité au lait en poudre. Et en fait, c'est quelque chose qu'on observe dans tous les aliments liquides. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai appris pendant mes années au Bangladesh, parce qu'il se trouve que je partageais mon bureau avec ce monsieur Fitzroy Henry, qui est le premier auteur de cet article, et qui a passé pas mal de temps à regarder quels ont été les aliments contaminés, les aliments les plus contaminés au Bangladesh, dans les conditions de Bangladesh rural. Et ce qui m'avait fait remarquer, et ce qui est classique, c'est que les aliments qui étaient le plus contaminés, c'était les aliments qui contenaient de l'eau. Il y a une raison très simple à ça, c'est que les bactéries, pour pousser, ont besoin d'eau et de nourriture. Alors là, donc, c'est un article qui explique tout ça en détail. Alors, la solution du problème pour traiter ces enfants sévèrement malnutris, ça aurait été de les nourrir à domicile avec un aliment sec et donner l'eau et les aliments à séparer. Voilà. C'était certainement la voie à poursuivre. Alors, fin 96, j'ai discuté de toutes ces questions avec Michel Lescan, donc, qui était entre-temps devenu un gros producteur de F100, suite à son initiative. Et on a essayé de voir ensemble comment préparer un repas qui puisse correspondre plus ou moins à la formule du F100, mais qui puisse être consommé sans eau. Alors, je dois vous dire qu'il y a une petite période de tâtonnement. On a essayé pas mal de recettes, on a regardé un peu toutes les recettes qui avaient beaucoup de graisse. Parce qu'un des problèmes du F100, c'est qu'il y a une grande partie de son énergie qui est apportée par des lipides. Donc on a essayé les beignets, les crêpes. Les biscuits, on y a songé un moment, mais les biscuits, c'est assez compliqué, parce que si vous voulez faire des biscuits très riches en graisse, vous obtenez des sablés, qui ne sont pas faciles à transporter, qui sont très friables. Et d'autre part, dans la préparation du biscuit, vous avez une phase de cuisson à 180 degrés, au cours desquelles vous détruisez pas mal de vitamines. On a passé pas mal de temps, c'était l'idée, la première qu'on a eue, à examiner la possibilité de faire des barres qui correspondent à la formule du F100. Donc l'idée, c'était de copier plus ou moins les barres qu'on trouve dans le commerce ou qui sont utilisées par les sportifs pour faire l'équivalent du F100. Mais ceci dit, on avait un problème parce que si vous vouliez faire quelque chose de rigide, il fallait utiliser des graisses à point de fusion élevé. Et là, leur goût était très mauvais. Et si au contraire, vous utilisez des graisses à point de fusion basse, eh bien, à ce moment-là, elles étaient trop molles. Je rappelle un petit point de gastronomie, c'est que j'aime bien faire le parallèle avec le chocolat. Un chocolat, si vous voulez avoir un bon goût, il faut qu'il fonde à 37 degrés, parce qu'à ce moment-là, il fond dans la bouche.
les phénomènes de fusion absorbent de la chaleur et ça donne un sentiment de fusion très agréable. En fait, vous ne pouvez pas avoir d'aliments gras qui soient bons à consommer à partir du moment où la température de fusion est au-dessus de 37 degrés, ce qui, dans le cas des aliments destinés à l'utilisation en Afrique, ne pouvait pas marcher. Alors on a tourné un certain temps jusqu'à ce que je me rende compte que le Nutella, donc je ne veux pas faire de publicité, mais le Nutella avait une composition nutritionnelle assez proche de celle qu'on cherchait. Il y avait juste un petit peu moins de protéines, mais sinon on y était presque. Alors j'en ai parlé à Michel Lescane qui, peu de temps après, m'a dit, écoute, il y a une solution, on peut avoir une pâte qui ressemble assez au point de vue consistance au Nutella. La solution du problème, c'est de remplacer une partie, environ la moitié du lait écrémé qui rentre dans la composition du F100 par de la pâte d'arachide, de mélanger le tout. Et là, on obtient un aliment qu'on a goûté entre nous, qu'on a trouvé très bon. Voilà. On s'est dit, c'est peut-être une solution. Alors, un petit point de technologie élémentaire, les aliments gras, vous avez comme type d'aliments gras, vous avez les aliments lactés pour enfants, donc ce qu'on appelle les laits infantiles, qui ont la particularité d'être très gras et d'être également miscibles, on peut les disperser dans l'eau. Et ceci est obtenu en mettant autour des petites gouttelettes de protéines qu'il y a dans ces produits des molécules hydrosolubles de manière à les rendre dispersibles. Là, dans cette approche, pour préparer une pâte, on fait le contraire. C'est qu'on met à l'intérieur des gouttelettes protéiques, des gouttelettes lipidiques, on met à l'intérieur les composants hydrosolubles. Alors, à ce stade, je voudrais vous faire part d'une petite réflexion. C'est que vous allez voir donc cette petite idée simple avec des grandes répercussions. Et donc, finalement, on se rend compte que c'était une grande innovation. Et finalement, comme pas mal d'innovations, c'était simplement obtenu en reliant ensemble des idées que tout le monde connaissait. C'est par exemple, tous les bactériologistes savaient que les bactéries ont besoin d'eau pour pousser. Tout le monde le savait. Tous les spécialistes de technologie élémentaire savaient qu'il n'y avait pas d'eau dans la pâte à tartiner. J'ai oublié de vous le mentionner en passant, mais le Nutella n'a pas d'eau. C'est la raison pour laquelle dans les rayons de supermarché, il n'est pas classé dans les produits réfrigérés. Vous le voyez dans les étagères normales. Il se conserve très bien, tout au moins dans les magasins. Parce que si vous avez des jeunes enfants à la maison, vous ne pouvez pas garder un pot de Nutella ouvert. Enfin, je ne vais pas faire de publicité plus de quelques heures. Et puis, dernier point, c'est que tous les nutritionnistes étaient plus ou moins d'accord sur les quantités de protéines et d'énergie à donner et quelle quantité de minéraux. Voilà. Donc, voilà, c'est quelque chose que... C'est peut-être, s'il y a une chose à retenir de cet exposé, c'est que beaucoup d'innovations surviennent de la juxtaposition d'idées très simples et que ça permet de faire des grands progrès. Voilà. Alors, après avoir fait cette pâte, par acquis de conscience, on a essayé de mettre des bactéries dedans et de voir si elles poussaient. Donc, j'ai trouvé, à l'époque, je travaillais dans une unité INSERM, mais j'avais un collègue qui faisait de la bactériologie, je lui ai demandé de faire l'expérience. Il m'a dit, je veux bien de la faire, parce que, voilà, mais ça n'a aucun intérêt, parce qu'on sait que s'il n'y a pas d'eau, ça ne poussera pas. Donc, le graphique ici le montre. C'est un graphique en échelle logarithmique. Ce que vous montrez, c'est que dans du lait normal, dans un repas liquide lacté normal, si vous rajoutez des bactéries, elles se multiplient par un facteur 100 en quelques heures. Alors que si vous les mettez dans une pâte sans eau, les bactéries, leur concentration se divise par 10 ou 100 assez rapidement. Alors, ceci dit, la mise au point de ce produit n'a pas suscité un enthousiasme délirant dès le premier abord. Et une des premières choses qu'on m'a dit quand j'ai montré ça à mes collègues, on m'a dit, mais écoute André, c'est bien, ça a bon goût ton affaire, mais tu viens de réinventer le lait concentré sucré. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ces produits qu'on vend généralement en tube, qui sont excellents. Le problème, c'est que si vous voulez terrifier un pédiatre, vous lui parlez de donner du lait concentré sucré à un enfant. Et généralement, ils sont horrifiés parce que ces laits contiennent beaucoup de sucre, comme leur nom l'indique. Et si jamais l'enfant à qui vous le donnez a une mauvaise absorption des glucides, vous déclenchez une diarrhée osmotique et ça peut être extrêmement dangereux. Alors, on voulait s'assurer qu'on n'avait pas ce problème avec Michel. Donc, on a passé un après-midi à mettre des petits bouts de ce qu'on appelle maintenant des ATPE, des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi, donc ces aliments nouveaux. On les a mis dans l'eau, on a regardé si l'osmolarité augmentait, rien ne se passait. Après ça, on s'est dit, oui, mais avant de les avaler, on les mâche. Est-ce qu'il n'y a pas une osmolarité qui apparaît quand on les mâche? Donc on a passé un après-midi à mâcher
du plum peanut, et leur cracher dans des petits verres, mesurer l'osmolarité. On voyait qu'il y avait un petit peu de composé osmotiquement actif qui passait dans l'eau, mais 3 fois rien. Donc la graphique de gauche, là, sur la courbe du bas, vous avez l'osmolarité au cours du temps d'un liquide dans lequel on a plongé du plum peanut. Vous voyez qu'elle reste absolument très très basse. Et puis tout en haut, c'est un graphique similaire obtenu avec du lait concentré sucré authentique. Vous voyez que l'effet sur l'osmolarité est complètement différent. Sur la photo de droite, on est passé au stade suivant, c'est que on s'est dit, oui, bon, quand on le met dans un verre, il n'y a pas, l'osmolarité ne se développe pas. Quand on le mâche et qu'on recrache, on ne voit pas d'osmolarité apparaître. Mais peut-être qu'arrivé dans l'estomac, le produit est très rapidement dissous, etc. Donc là, vous avez la photo de... J'ai demandé à Michel Lescan de faire une version d'ATPE dans laquelle tous les éléments en poudre avaient été remplacés par du sulfate de barium. Et je suis, après l'avoir avalé, étant présumé volontaire sain, je suis descendu à la radio, j'ai regardé le temps que mettait le repas à se désintégrer. J'ai pu observer que ça mettait plusieurs heures, donc le risque d'explosion osmotique, le parallèle avec le lait concentré sucré était complètement dépassé. Alors le stade suivant, et ça a duré aussi un bon moment, c'était de vérifier si les enfants allaient accepter ce repas. Parce que tous les gens de l'ancienne génération ont pensé que le lait était absolument indispensable pour nourrir des enfants. On s'est demandé s'ils allaient l'accepter. Et après bien des négociations, donc ça a pris énormément de temps, parce que les gens étaient terrifiés à l'idée de donner ce nouveau repas à des enfants. On a négocié avec SCF un essai dans lequel on remplaçait un des repas lactés, F100, par un de ces repas solides. Et ce qu'on a pu voir, c'est que les enfants préféraient en fait les repas solides, ils préféraient ça au repas liquide. L'étape suivante, c'était de réaliser un essai clinique donc, qui a été fait dans un centre de nutrition thérapeutique par un nutritionniste sénégalais, et dans lequel aussi on a divisé les enfants en 2 groupes, et on s'est aperçu que ceux qui prenaient le RUTF, l'ATPE, RUTF c'est l'acronyme anglais pour Aliment Thérapeutique Prêt à l'Emploi, on s'est aperçu que non seulement l'acceptabilité était bonne, mais le gain de poids était supérieur. Alors après ça, il a fallu passer à l'étape suivante, c'est-à-dire on a proposé de traiter ces enfants à domicile. Mais c'est longtemps quelque chose qui est resté un sujet tabou. Les gens étaient terrorisés à l'idée de traiter les enfants à domicile. Et en fait, la plupart des experts les plus influents, enfin je ne veux pas donner de nom, mais beaucoup ont fortement influencé pour dire surtout n'utilisez pas cette approche. C'est beaucoup mieux de garder les enfants à l'hôpital, on peut beaucoup mieux les surveiller, etc. Alors la situation aurait pu rester bloquée un certain temps. À l'époque, donc j'étais basé à Paris, je ne pouvais pas essayer ces produits. Et puis j'ai été mis en contact par différents canaux par 2 jeunes chercheurs, donc Marc Manari, donc certains d'entre vous connaissent, qui travaille au Malawi, et puis Steve Collins, qui était très actif dans le domaine humanitaire. Alors chacun, tous les 2, ont essayé de leur côté de traiter des enfants à domicile. Mais je pense que le plus fort a certainement été Steve Collins, parce qu'il s'est retrouvé dans une situation un peu atypique en Éthiopie dans les années 2000. À l'époque, il y a une petite crise alimentaire et avec un pic de malnutrition, et le gouvernement éthiopien a fait savoir aux ONG qu'il acceptait leur venue dans la zone, mais qu'il ne voulait pas voir de centre de renutrition thérapeutique. Alors l'Éthiopie, vous savez, dans les années 80, il y a eu des famines extrêmement sévères, et très souvent le nom d'Éthiopie est associé à des famines extrêmement graves. Donc le gouvernement éthiopien cherchait à se dégager de cette image, et il voulait bien de l'aide alimentaire, mais surtout pas de centre de renutrition thérapeutique où vous avez un grand nombre d'enfants qui sont tous ensemble, et à ce moment-là, les journalistes arrivent, font des reportages, et ça donne une très mauvaise image du pays. Et alors à ce moment-là, Steve Collins a eu l'idée de proposer aux autorités éthiopiennes de tester ce nouvel aliment. Ce qu'il a fait, et alors il était tellement emballé par les résultats qu'il a écrit un long article au Lancet qui était publié en 2001 avec un titre quand même assez percutant, demandant à ce qu'on change la façon de traiter les enfants ayant une malnutrition aiguë sévère. Et ce qui est remarquable, c'est que c'est un article uniquement narratif.
Sur la colonne de gauche, je vous ai montré le seul passage où il y a des données. Donc pour ceux d'entre vous, je sais qu'il y en a pas mal à qui c'est arrivé, moi ça m'est arrivé 50 fois, où vous avez eu des articles rejetés par le Lancet parce qu'il n'y avait pas assez de données, pas assez bien ficelées, etc. Vous pouvez avoir une pensée émue pour Steve Collins, qui a réussi à publier ça avec avec très peu de données. Bon, c'était quelqu'un de très convaincant. Hein. Alors ceci dit, je me suis amusé à vous montrer cette petite citation. Alors ce monsieur, Van Everbush, peut-être que vous ne le connaissez pas, il n'a aucune parenté avec le président, les deux présidents américains qui ont le même nom. Mais c'est quelqu'un qui était conseiller scientifique du président Roosevelt et qui, d'autre part, a écrit pas mal de choses sur il a été très influent pour définir la politique scientifique aux États-Unis. Et puis, après la guerre, et puis il a écrit pas mal de choses sur l'innovation, etc. Et j'ai retrouvé une de ces citations dans un document de la communauté européenne et c'est consacré à l'innovation et c'est quelque chose de classique. En fait, ce qu'il dit, c'est que, et ça on le voit ça partout, c'est que si vous avez vraiment une idée nouvelle, vous êtes sûr de rencontrer des résistances. Et des résistances, on en a eu beaucoup, notamment de la part des cliniciens. Alors je sais qu'on a un ancien clinicien ici, donc je vais être très très prudent. Mais on a eu droit un peu à tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que assez souvent, quand vous avez une innovation assez profonde, ça change un peu la structure de pouvoir à l'intérieur des programmes. Les cliniciens étaient un peu la vedette des programmes de renutrition. Du jour au lendemain, vous expliquez que ce qu'il faut surtout, c'est des gens qui sachent bien dialoguer avec la communauté, avoir des programmes de contact avec les familles, de dépistage, etc. Donc ils sont un peu je pense qu'il y en a pas mal qui ont été un petit peu désemparés. Et puis d'autre part, évidemment, ils avaient du mal à laisser les enfants s'échapper de leur supervision. Alors donc on a eu droit à toute une série de raisons pour lesquelles il ne fallait pas utiliser les RUTF. Donc la première, c'était l'osmolarité, je vous en ai déjà parlé. Et d'autre part, il y avait la crainte des apports insuffisants en eau, parce que les RUTF amènent tous les nutriments nécessaires à la renutrition des enfants, sauf l'eau. Alors la question était, est-ce que les enfants ne vont pas mourir de soif ? Alors j'ai essayé d'expliquer que vous avez le même problème avec les biscuits. Hein. Si vous mangez un biscuit, il faut boire de l'eau après, sinon vous mourrez de soif. Hein. Si vous nourrissez uniquement de biscuits sans boire, les gens n'arrivaient pas à le faire le parallèle. Et même encore maintenant, vous avez des directives disant si vous donnez du RUTF, donnez immédiatement de l'eau après, parce que sinon, on risque de ne pas en avoir assez. En fait, on ne voit jamais d'enfants se laisser mourir de soif. L'allergie à l'arachide, c'était un problème soulevé. Risque de fausse route. Et puis aussi, la grosse crainte, c'était le manque de suivi au quotidien. Alors, ce qui est clair, c'est que les cliniciens sont très importants. Je pense que même maintenant, avec l'évolution actuelle, c'est très important d'avoir des cliniciens de haute volée dans les programmes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que s'ils sauvent des vies, il y a un risque d'avoir un côté négatif si pour que le clinicien puisse travailler, vous rassemblez tous les gens dans un même lieu. Et ici, je vous ai trouvé une photo sur Internet, donc c'est une photo qui vient des archives du CICR, montrant comment les enfants étaient traités autrefois. Et donc, ils étaient tous regroupés les uns les autres, et c'est des conditions quasi expérimentales pour faire des infections croisées. Quand vous vous rendez compte que même en Europe, dans nos centres de réanimation, dans nos unités de réanimation, on a du mal à prévenir les infections croisées, vous vous rendez compte que dans des conditions de ce genre, c'était extrêmement, extrêmement délicat. Et donc, il faut absolument éviter à tout prix de regrouper les enfants. Et c'est un des gros avantages du traitement à domicile, c'est que vous évitiez ces risques de contamination. Voilà. Alors, ce qui est apparu quand même assez rapidement, c'est que le traitement communautaire permettait une augmentation massive du nombre d'enfants pouvant être traités. Parce que ce que les premières personnes, les premiers chercheurs qui ont traité les enfants de cette façon ont rapidement montré, c'est qu'il n'y avait que 10 à 20% des enfants qui avaient besoin d'une hospitalisation. En fait, les autres pouvaient être traités à domicile directement. La durée du traitement était considérablement raccourcie. Autrefois, on gardait les enfants tant qu'ils n'avaient pas atteint les critères de guérison, donc ça pouvait durer 1 mois, 6 semaines, etc. Donc c'était assez long. À l'heure actuelle, on ne les garde plus que le temps qu'il y ait des complications. Donc ça dure 5 à 10 jours selon les programmes. Donc les capacités de traitement quand vous avez un centre de renutrition sont multipliées par un facteur de 10 à 20. Alors ce qu'on voyait aussi, c'est que les traitements à domicile avaient un pronostic identique, sinon supérieur, à ceux qui étaient traités à l'hôpital. Pour les raisons que j'ai expliquées à l'instant, c'est que vous évitez fortement les risques de contamination croisée que vous pouviez avoir quand tous les enfants étaient regroupés.
Alors, dans les années 2000, il y a une rapide évolution des idées. Alors, il y a deux réunions qui m'ont frappé. C'est qu'en 2003, donc très surpris, agréablement surpris, très satisfait des premiers résultats qu'ils avaient eus avec les RUTF, Steve Collins, avec un financement du gouvernement irlandais, a organisé une réunion à Dublin, donc fin 2003, où il a présenté ses résultats. Et lui, il était absolument enthousiaste. Il s'attendait à ce que tout le monde le suive à la fin de la réunion. Et en fait, il a terminé la réunion complètement déprimé parce qu'il s'est fait fortement attaquer. Il y a des gens des réunions d'ONG dont je ne vais pas donner le nom qui sont insurgés contre de telles pratiques en disant voilà, vous ne vous rendez pas compte, vous allez tuer des enfants si vous les renvoyez dans la nature. Il y avait également des gens très influents, des experts reconnus qui sont fortement intervenus en disant vous êtes à la limite des criminels parce que vous essayez de... Est-ce que vous ne gardez pas les enfants sous supervision? Alors ça, c'était en 2003. Et puis, il s'est passé 2 ans. Entre-temps, moi, j'ai été nommé à l'OMS en 2004. Et en fait, il y avait une pression de plus en plus importante de la part des donneurs des ONG pour réviser les recommandations de l'OMS. Et moi, comme j'étais là-bas, on m'a demandé de participer à l'organisation de la réunion qui devait décider de la suite des événements. Et comme je savais que j'étais marqué et reconnu comme étant à l'origine du RUTF, etc., j'ai fait très attention. Quand j'ai fait la liste des participants, j'ai pratiquement invité les mêmes personnes que ceux de la réunion de 2003. En m'exposant au risque, je craignais un peu qu'il allait se produire un pugilat, et en fait non. En fait non, parce qu'en 2 ans, les gens ont complètement changé de mentalité. Il n'y a pas eu d'étude magistrale qui ait complètement changé le tableau, mais les gens qui travaillaient... Enfin, ce qui a joué un grand rôle, c'est les gens qui travaillaient dans 2 différentes ONG, l'un appliquant l'approche traditionnelle et l'autre appliquant l'approche à domicile, et voyant la différence de débit, donc il n'y avait pas photo. Alors il y a également des personnalités importantes qui ont joué. Je sais qu'on en parlait ce matin avec Kevin. À MSF, il y a un certain Milton qui a joué un rôle capital parce que en voyant les choses se passer sur le terrain, il a vu qu'il n'y avait pas photo, qu'il fallait passer à la communauté. Il a été très actif à l'intérieur de MSF pour que MSF change complètement de politique et vienne en faveur de l'utilisation du RLTF. Alors oui, donc cette réunion de 2005 a conclu à l'unanimité qu'il fallait maintenant arrêter le traitement systématique en hôpital, ne garder que les enfants qui ont des complications. Et donc, à la suite de ça, l'OMS et l'UNICEF ont un temps de réaction qui n'est pas ultra rapide. En 2007, une déclaration commune de l'UNICEF et de l'OMS et du PAM entérinant l'utilisation des RUTF pour le traitement à domicile. Donc, c'est ce petit... Vous avez ici la reproduction de la première page, la couverture de cette déclaration commune. Alors à la suite de ça, la prise en charge de la communautaire de la malnutrition aiguë sévère a véritablement décollé. Vous avez ici une courbe montrant les achats par l'UNICEF de RUTF. Vous pouvez voir que ça a complètement explosé après 2007. Et bon, maintenant, plus personne, il n'y a plus de discussion, plus personne n'est en faveur du traitement à domicile. Alors, à l'heure actuelle, bon, la consommation ne cesse d'augmenter, mais à l'heure actuelle, l'UNICEF et d'autres ONG, notamment MSF, militent pour une utilisation plus large. Une des étapes suivantes, c'était l'adoption lors de la dernière réunion du Codex Alimentarius. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette institution, mais c'est une institution qui réglemente le commerce au niveau international des denrées et des produits alimentaires. Et donc, le Codex Alimentarius a adopté une norme concernant les ATPE. Et l'UNICEF considère cette étape essentielle pour donc l'étape suivante qui sera l'inclusion des RUTF dans la liste des produits de santé indispensables, essentiels. Alors à un moment, il y a eu des discussions pour savoir si on l'incluait dans la liste des médicaments essentiels. Mais les médicaments essentiels, ça créerait des complications. Parce qu'à partir du moment où vous classez un produit comme un médicament, vous avez des normes de fabrication de qualité qui sont extrêmement compliquées. Et en fin de compte, aucun producteur à l'heure actuelle n'est capable d'être en situation de faire de produire du RUTF selon des normes pharmaceutiques. D'autre part, ça ne présente aucun intérêt.
Alors, les défis actuels. Eh ben, on va en reparler un petit peu en détail, mais le gros problème, c'est que seule une minorité des enfants malnutris actuellement reçoivent un traitement adapté. Alors, ce qui est essentiel, c'est d'avoir des activités de plaidoyer importantes. Alors, vous avez pas mal de l'UNICEF qui est très actif dans le domaine, et pas mal d'ONG, notamment MSF et Action contre la faim. Alors, il y a des aspects techniques aussi, c'est qu'il serait important de simplifier les techniques de dépistage. Et également, très important, il serait souhaitable de réduire fortement le coût du traitement. Alors, autre problème, c'est que la formule actuelle du RUTF n'est pas optimisée. Les enfants de moins de 6 mois sont oubliés des programmes, on pourra en revenir. Et puis, il y a le problème de la prévention, parce qu'on est tous d'accord que c'est très bien de pouvoir mieux traiter les enfants ayant une malnutrition aiguë sévère, mais ce serait hautement préférable de les éviter de devenir malnutris dès le départ. Alors, simplification des dépistages. Alors personnellement, alors là je vais faire part d'un petit point de vue personnel, c'est que l'OMS insiste pour continuer de garder la triple définition de cas de malnutrition sévère, c'est-à-dire soit le périmètre brachial inférieur à 115, soit les édèmes, soit un poids taille inférieur à -3. Personnellement, moi je pense que ce n'est pas une bonne approche. Et je pense qu'on gagnerait énormément en ayant des programmes qui sont utilisables, qui utilisent uniquement le périmètre brachial. Et pour surmonter le problème, parce que l'objection qui est faite, c'est que si on utilise uniquement le périmètre brachial, eh bien vous manquez pas mal d'enfants qui risquent de décéder et qui sont détectés par l'indice poids taille inférieur à -3 et qui ne sont pas détectés par le MUAC, le périmètre brachial inférieur à -15. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces indices détectent différents enfants et que les ensembles ne se recouvrent pas fortement. Alors ceci dit, il y a une autre option, c'est on peut identifier pas mal des enfants qui ont un risque de décès en augmentant légèrement le périmètre brachial au-dessus de 115. Donc hier, comme je pense un certain nombre d'entre vous le savent, on a assisté à ce temps de test de Cécile qui a justement fait un travail c'est un programme de prise en charge de la malnutrition aiguë où le seuil était augmenté à 125 mm et qui compensait le fait que le nombre d'enfants détectés de cette façon était très élevé par une réduction de l'intensité du traitement pour ces enfants. Et à mon avis, c'est une approche qui me paraît extrêmement prometteuse. Parce que le gros avantage du périmètre brachial, c'est qu'il peut être fait très rapidement et par du personnel de santé ou même par les familles. Alors il y a un deuxième élément aussi dont il faut tenir compte. Alors je ne sais pas si vous voyez très bien les graphiques de droite. Mais ces graphiques de droite vous montrent, alors ce sont des courbes ROC, donc en gros, ce sont des courbes de sensibilité versus la spécificité ou des taux de faux positifs. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails du jargon, mais ça montre la valeur des différents indices pour estimer le risque de décès. Ce que ces courbes montrent, c'est que vous obtenez une bien meilleure préestimation du risque de décès quand vous avez un dépistage fréquent. Et ce que ces graphiques montrent, c'est que si vous voulez obtenir une détection optimale du risque de décès, vous avez intérêt à faire une mesure anthropométrique tous les mois. Alors là, on se heurte à un obstacle majeur si on veut utiliser le poids taille, parce que le poids taille, c'est quelque chose d'assez difficile à mesurer. Vous avez besoin de 2 personnes qualifiées pour le faire. Et donc c'est quelque chose qu'il est impossible de faire en routine sur tous les enfants au niveau d'une population. Alors qu'avec le périmètre brachial, vous pouvez le faire très facilement. Enfin très facilement, relativement facilement. Et donc, si vous utilisez le périmètre brachial très facilement, vous pouvez utiliser cette propriété pour augmenter considérablement l'efficacité de votre dépistage. Alors moi, je serais un partisan de cette approche, donc beaucoup plus simple, dépistage fréquent à partir d'un seul indice, basé sur le périmètre brachial, et avec un seuil plus élevé. Donc c'est pour ça que je suis avec beaucoup d'intérêt les travaux du groupe, ça me paraît absolument capital.
Alors, l'intérêt de cette approche, basée sur un périmètre brachial uniquement, c'est qu'on a montré, il y a des études qui ont été faites, et là, on a un expert dans la salle, là, la personne de Kevin, donc on a montré qu'on peut très bien mesurer, on peut très bien demander au maire, à la famille, pas seulement au maire aussi, à toute la famille, de mesurer le périmètre brachial. Alors, le périmètre brachial, c'est pas nécessaire d'avoir une estimation au millimètre près. À l'heure actuelle, il existe des bandelettes de couleurs qui permettent de différencier les différents degrés de malnutrition. Et c'est pas très compliqué de dire au maire, s'il est dans le jaune, il faut commencer à s'inquiéter. S'il est dans le rouge, il faut aller chercher, il faut aller faire traiter l'enfant. Alors ça, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement important. Alors, deuxièmement, il est très important aussi de réduire les coûts du traitement. Alors, je vais revenir un peu sur les doses qui sont actuellement recommandées par l'OMS. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2005, donc, oui, c'est vrai que la réunion de l'OMS a eu lieu en 2005, le Joint Statement de la déclaration commune a eu lieu en 2007, donc ça a pris un petit moment. Mais c'est qu'au moment où on est passé, où l'OMS a basculé, a viré sa cutie et passé du traitement en hôpital au traitement à domicile, les gens avaient une certaine appréhension. Et la politique qui a été faite, c'est pour éviter de perturber tous les programmes, c'est de copier, dans la mesure du possible, les protocoles utilisés en externe sur les protocoles hospitaliers. Et c'est la raison pour laquelle on a recommandé de donner aux enfants une dose qui correspond à 175 à 200 kilocalories par kilo et par jour. Alors, cette dose, elle était recommandée tout au long du traitement. Et elle était basée sur l'hypothèse d'un gain de poids exprimé en grammes kilo-jour constant. Alors pourquoi? Je reviens un peu sur les détails parce que c'est un peu compliqué. Mais les besoins nutritionnels d'un enfant sont à la fois... il y a deux composantes. Tout d'abord, il faut couvrir les besoins en énergie et autres nutriments nécessaires pour la maintenance de l'enfant. Et d'autre part, il faut de l'énergie, des protéines et d'autres nutriments en supplément pour tenir compte de la croissance. Et quand le gain de poids augmente fortement, la composante croissante devient très importante. Donc les besoins en énergie, en protéines, etc. sont fortement dépendants du gain de poids. Donc l'hypothèse d'un gain de poids inconstant au cours du traitement était quelque chose qu'on pouvait admettre quand les enfants restaient peu de temps à l'hôpital. En fait, c'est une hypothèse qui est fausse, parce qu'un gain de poids exprimé en grammes kilo jour constant, ça veut dire un gain de poids en pourcentage constant, parce que grammes kilo jour, c'est l'équivalent pour 1000 en pourcent, donc ça veut dire une croissance du poids fonction exponentielle du temps, chose qu'on ne voit jamais. En fait, un gain de poids ne cesse de décroître au cours du traitement. Donc c'est une histoire un peu compliquée pour dire que cette hypothèse simplificatrice était fausse et que les gains de poids ne cessent de diminuer au cours du traitement, c'est ce qu'on voit partout. Donc on devrait également diminuer les doses de RUTF qu'on donne. Alors c'est un autre travail donc, qui a été effectué par Cécile, c'est d'utiliser un protocole qui décroît avec des doses décroissantes d'aliments thérapeutiques. Donc ça a été utilisé par d'autres groupes, et à chaque fois la conclusion est la même, c'est qu'on ne perd pas en efficacité si on diminue les doses de RUTF au cours du traitement. Et là, il y a une perspective de réduction des coûts qui est très intéressante. Donc c'est un domaine qui évolue. Tous les travaux qui vont en ce sens sont très importants, parce que vous savez que l'OMS à l'heure actuelle ne change les recommandations que sur la base d'études en double aveugle, enfin d'études randomisées, pas en double aveugle forcément, mais randomisées. Donc c'est très important d'avoir des études de ce genre. Mais manifestement, c'est quelque chose qui a été retrouvé par différents groupes, donc on va certainement s'acheminer vers un changement des recommandations, tout au moins je l'espère. J'espère que le travail de Cécile... Voilà, ça semble prometteur. Ça semble prometteur. Attendez, je reviens un petit peu en arrière. Il y a une autre voie qui a été proposée, c'était de changer les ingrédients. Parce que ce qui coûte cher dans la production du RUTF, c'est surtout les produits laitiers qui rentrent dans leur composition. Parce que dans la formule recommandée par l'OMS et l'UNICEF, il est dit que la moitié des protéines doivent provenir de produits laitiers. Les produits laitiers valent cher. Donc, très rapidement est venue l'idée de remplacer les produits laitiers par des protéines d'origine végétale moins coûteuses.
Le problème, c'est que oui, vous réduisez un peu le prix du RUTF au kilo avec cette approche, mais les études ont montré que vous réduisez également le gain de poids. Or, comme la durée du traitement est en fonction du gain de poids, si vous réduisez le gain de poids, vous avez des traitements plus longs. Donc au total, le bénéfice n'est pas très clair. Donc à mon avis, la réduction des doses est plus importante que le changement de formule. Alors il y a un deuxième élément dans la réduction des coûts, ça serait de décentraliser le traitement encore plus. Donc à l'heure actuelle, il y a des tentatives qui ont lieu de décentraliser, d'avoir les traitements faits uniquement par les agents de santé communautaire. Alors je ne sais pas comment marchent les différents, je sais qu'il y en a parmi vous qui sont impliqués dans des traitements, des programmes de traitement, mais à l'échelon communautaire, mais très souvent, on demande aux agents de santé communautaire de faire le dépistage. Après ça, on envoie l'enfant dans un centre. Et puis là, la mise en place du traitement, la détection de ces complications, etc., est fait au niveau des dispensaires, ce qui complique. Donc il y a une possibilité aussi, c'est de former les agents de santé communautaire pour reconnaître les signes de complications et de ne référer au centre, au dispensaire, que ceux qui ont des complications. Alors ça, c'est une approche qui est tentée par différentes ONG et qui semble être prometteuse. Alors si on se dirige vers cette approche, il va y avoir des problèmes, comment optimiser la formation, parce que c'est très important d'avoir des agents de santé communautaire qui travaillent bien, etc. Comment optimiser la supervision, c'est très compliqué. Enfin, c'est très complexe, c'est pas si simple, oui. Alors, il y a un problème aussi, c'est celui du traitement antibiotique. À l'heure actuelle, la recommandation de l'OMS, c'est de donner des antibiotiques à tous les enfants qui ont une malnutrition aiguë sévère. Si vous voulez décentraliser au niveau communautaire, il y a de nombreux pays où les agents de santé communautaire n'ont pas le droit de prescrire des antibiotiques. Donc là, il y a une difficulté. Ce qui m'amène donc à un autre problème, c'est qu'il va y avoir une nécessité d'optimiser les traitements antibiotiques. C'est certainement, alors j'ai appris que c'était un des axes sur lesquels réfléchissait ce groupe-là, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que vous avez différents problèmes, donc il y a ce problème réglementaire, et puis il y a aussi un problème où il ne faut pas non plus donner des antibiotiques à tout le monde sans discrimination, parce que sinon vous risquez d'avoir une propagation et l'apparition de souches résistantes. Alors, il y a aussi un problème au niveau de l'optimisation des RUTF, parce que je vous ai expliqué le RUTF, alors donc je reprends ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on est passé au traitement communautaire, quand on est passé du F100 au RUTF, on a été très conservateur. On a copié telle quelle la formule du F100, on l'a transposée en RUTF ou en ATPE. Mais le problème, c'est que quand on regarde un petit peu, à un moment, récemment, l'OMS est devenue l'enthousiaste de la médecine basée sur l'épreuve. Donc il y a des gens, à l'époque j'étais à l'OMS, il y a des gens qui sont passés dans les services en disant sur quoi sont basées vos recommandations. Et quand ils sont arrivés au niveau du F100, ils ont dit sur quoi sont basées vos recommandations, pourquoi vous recommandez le F100. On était obligé de dire, ben voilà, ça a été établi par tradition orale, par des essais, on sait que ça marche, mais pourquoi tel niveau plutôt qu'un autre? Pour la plupart des nutriments, il n'y a pas eu d'essai correspondant aux critères modernes d'efficacité. Donc les bases sur lesquelles repose la formulation actuelle du RUTF sont un niveau de preuve assez faible généralement. Et par moment, on se pose des questions. Par exemple, on se rend compte que les traitements actuels n'ont pratiquement pas d'effet sur les retards de croissance en taille. La plupart des enfants qui ont une malnutrition aiguë sévère ont des retards de croissance en taille sévères qui ne sont pratiquement pas corrigés au cours du traitement. À l'heure actuelle, je ne sais pas si vous suivez ça, mais il y a une grande discussion sur l'origine de retards de croissance en taille. Il y a beaucoup de gens qui se demandent si ce n'est pas dû à des apports insuffisants en protéines. Alors quand on voit comment ont été déterminés les apports en protéines actuels du RUTF, on se rend compte que peut-être il y aurait des essais à faire pour voir si un peu plus de protéines ne marcherait pas mieux. Pour la plupart des nutriments, c'est un peu la même chose. D'autre part, la formule RUTF a été basée donc sur le F100 où le critère d'évaluation principal c'était le gain de poids. Mais il y a d'autres critères qui sont très importants, notamment la correction des problèmes cognitifs. Parce que quand vous avez l'habitude de traiter des enfants ayant une malnutrition aiguë sévère, vous voyez que c'est des enfants qui sont peu éveillés, etc. et qui très souvent ont des retards par rapport à des retards sur le plan cognitif. De plus en plus, il devient
clair qu'il faudrait modifier certaines composantes, notamment la partie acides gras essentiels. Et à l'heure actuelle, donc, il y a des recherches qui ont lieu, notamment on pense qu'il faudra vraisemblablement rajouter de DHA, connu plus communément sous le nom d'acide docosahexaénoïque, si je ne me trompe pas, donc, qui est un acide gras essentiel à longue chaîne que certains d'entre nous peuvent fabriquer à partir d'acides gras essentiels de base, mais que cette transformation à partir des acides gras essentiels de base vers des acides gras à longue chaîne est assez délicate. On soupçonne pas mal d'enfants ayant une malnutrition sévère de ne pas pouvoir le faire de façon optimale. D'autre part, on s'est rendu compte que les premières formules de RUTF avaient certainement un rapport oméga 3, oméga 6 qui n'était pas optimal. Donc ça, c'est des choses qui demandent à être corrigées. On se pose des questions sur la choline aussi, qui n'est pas ajoutée actuellement parmi les nutriments contenus dans les RUTF, qui pourrait éventuellement être importante. Il y a d'autres nutriments comme ça qui sont sur la liste. Alors, d'autre part, il y a un autre phénomène qui est avéré, peut-être moins important, mais important quand même, c'est qu'on s'aperçoit que les enfants en fin de traitement terminent leur traitement en étant anémiés. Et ceci s'explique assez facilement, c'est que très souvent ils étaient anémiés au départ, pas toujours, mais très souvent ils avaient des carences en fer, donc de nouveau pas toujours au départ, mais surtout c'est qu'un des composantes essentielles des besoins en fer, c'est la vitesse de croissance. Parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, donc les besoins nutritionnels pour tous les nutriments sont divisés en deux composantes, la maintenance et les besoins associés à la croissance. Les besoins associés à la croissance sont particulièrement élevés pour le fer. Et les enfants dans cette tranche d'âge, à partir de 6 mois, un enfant de 1 ou 2 ans qu'on traite avec des RUTF, il a un gain de poids qui est 5 à 6 fois supérieur à celui d'un enfant bien nourri du même âge. Donc les besoins en fer sont considérables. On s'aperçoit qu'à la fin du traitement, la plupart sont anémiés, le taux de moyen. Alors, que faire? Vraisemblablement, il faut faire... Bon, il y a plusieurs options. Il faudrait peut-être enrichir le contenu en fer du RUTF, c'est possible, mais vous savez qu'on ne peut pas aller trop haut parce que sinon vous avez des effets secondaires. Et il y a peut-être des besoins en autres micronutriments qui ne sont pas optimisés. Et puis il y a peut-être une autre solution. Il faudrait peut-être donner un traitement pendant plus longtemps parce que les cliniciens vous expliqueront qu'à partir d'un individu qui a une anémie sévère, vous pouvez la corriger par une supplémentation en fer qui dure des semaines et peut-être même dans certains cas des mois. Donc là, ces enfants qu'on traite pendant 3, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, si ça se trouve, on ne leur donne pas assez pour permettre de corriger. Donc là, il y a quelque chose à améliorer. Alors, dernier point, c'est que les traitements actuels ne font pas la différence entre les enfants qui ont un marasme ou un kwashiorkor. On soupçonne les kwashiorkor d'avoir des carences spécifiques dont on ne tient pas compte du tout au cours du traitement. Donc, il y a des choses à faire au point de vue amélioration. Problème des enfants de moins de 6 mois. Alors, à l'heure actuelle, il y a un espèce de tabou autour de ces enfants-là, parce qu'il y a une recommandation très forte de l'OMS de faire la promotion de l'allaitement au sein exclusif jusqu'à 6 mois. Alors c'est une recommandation très forte, mais quand vous regardez les documents d'origine de l'OMS, il est dit que certains enfants, dans des cas exceptionnels, peuvent avoir besoin de suppléments. C'est pas dit lesquels, mais c'est pas dit dans quel cas. Mais c'est vrai, il se pose une question. Alors, à l'heure actuelle, il y a deux écoles qui se partagent pour les enfants en dessous de 6 mois. Il y a des gens qui disent, respectons la recommandation de l'OMS et essayons d'optimiser l'allaitement au sein. Il existe des tas de problèmes, vous savez qu'il peut exister des tas de problèmes au cours de l'allaitement. Il existe des techniques de conseil qui sont très importantes, surtout en matière de prévention, la prévention des difficultés de l'allaitement. La question est de savoir est-ce que ces méthodes peuvent être appliquées chez des enfants de moins de 6 mois pour lesquels il y a une malnutrition qui est en cours de s'installer. Et là, on manque clairement de données. Alors il y a une deuxième approche, c'est qu'il y a des gens qui disent finalement le RUTF on le donne à partir de 6 mois, les enfants l'avalent sans problème, ça marche bien, peut-être qu'on pourrait le donner à partir de 4 mois parce que et puis ce dont on se rend compte c'est qu'il n'y a pas mal de programmes où les gens ayant faire face à ce problème, dans les faits on donnait du RUTF à partir de 4 à 6 mois, à partir de 4 mois.
Il y a un article qui vient d'être publié récemment montrant que ça a été fait, que ça pose pas de problème. Donc l'étape suivante, c'est de savoir est-ce que ça fait une différence? Donc il y aurait besoin, parce que de nouveau, on ne peut pas changer une recommandation à l'heure actuelle sans avoir une étude avec un groupe comparatif. Donc il y a certainement un travail à faire dans ce domaine-là. Alors, la prévention de la malnutrition, alors ça c'est l'autre grand défi. J'avoue que c'est assez difficile. Alors, ce qu'on peut très bien envisager de façon réaliste, c'est ce qu'on appelle une prévention secondaire, c'est-à-dire détecter les cas de modérés de malnutrition et empêcher une détérioration vers des cas secondaires, des cas sévères. Donc finalement, c'est un peu ce qui est fait dans le programme Optima. On détecte les enfants au niveau de malnutrition modérée, on les traite à ce moment-là. Et ce qui serait bon, ça serait de valider cette approche pour voir l'impact au point de vue prévention des cas sévères. La prévention des cas sévères, la prévention primaire, c'est-à-dire prévenir au départ, éviter que ces enfants deviennent malnutris, même à un niveau modéré, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile parce que, en fin de compte, la solution idéale, ça serait d'éliminer la pauvreté, parce que ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a une composante de pauvreté extrêmement importante dans tous les cas de malnutrition. Dans les pays riches, par exemple en Europe, vous ne trouvez pas de cas de malnutrition. Enfin, c'est tout à fait exceptionnel. Les cas de malnutrition ne surviennent pas. Pourquoi ? Parce que les gens ont les moyens d'acheter des aliments riches en énergie, en nutriments, etc., à un coût tout à fait abordable, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de populations dans les pays en voie de développement. Il y a des études qui ont été faites pour estimer le coût minimum d'un régime alimentaire respectant les recommandations, les apports nutritionnels recommandés, en se basant sur le prix des apports des aliments sur le marché. Ce dont on s'aperçoit, c'est que si vous voulez couvrir la totalité de ces besoins, il est important d'utiliser des produits d'origine animale, qui sont toujours coûteux. Donc il y a un problème de fond sur la pauvreté. Alors donc il se trouve donc que certains d'entre nous avant déjeuné, eu la chance de déjeuner avec un économiste. Ce qui est sûr, c'est qui parlait de possibilités de programmes d'emprunt, etc., de prêts à taux intéressants pendant les périodes de soudure, etc. C'est sûr que c'est de ce côté-là qu'il faut chercher. Les gens comme moi qui ont une formation médicale, on est assez mauvais pour faire des recommandations de ce genre, mais c'est un sujet extrêmement important. Voilà, je voudrais terminer par une petite note d'optimisme quand même, parce que souvent, quand on parle de malnutrition, les gens ont tendance à bon, c'est vrai que c'est un sujet dramatiste et triste, mais j'aurais vous dire deux mots au sujet de ce monsieur. Alors c'est un monsieur qui s'appelle monsieur Mario Capecci. Donc je ne sais pas si vous connaissez son nom, mais c'est quand même une célébrité dans le monde de la médecine, parce qu'il a obtenu le prix Nobel de médecine en 2007. C'est lui qui a inventé la technique des souris knockout, donc qui permettent d'éliminer des gènes dans les souris, de faire des modèles animaux pour tout un certain nombre de maladies. C'était la porte ouverte pour étudier la physiopathologie d'un grand nombre de maladies. Il se trouve que ce monsieur, donc, il est né peu de temps avant la guerre ou pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans une famille d'origine juive en Italie, et que ses parents ont dû quitter précipitamment leur domicile, et avant de partir, ils ont confié cet enfant. Ce monsieur était enfant dans une famille paysanne, en donnant une grande somme d'argent de manière à ce qu'il nourrisse l'enfant. Et puis, bon, comme ça arrivait souvent dans ce genre de circonstances, l'argent était assez rapidement dépensé, et cet enfant s'est retrouvé grappillé si vous regardez sur son nom sur Google, son histoire a été racontée au moment où il a eu le prix Nobel. Enfin, c'est une histoire assez longue. Simplement, je vous dirais qu'au moment où sa mère l'a retrouvé à la fin de la guerre, il était hospitalisé dans un état de dénutrition sévère, ce qui ne l'a pas empêché d'avoir une carrière brillante. Donc, je pense qu'il faut penser à des gens de ce genre. Parmi tous les gens que vous traitez, parce que vous traitez des enfants, certains d'entre vous, il faut penser que si ça se trouve, vous avez un petit Mario Capecci dans vos patients. Alors évidemment, pour avoir des conditions, pour avoir un prix Nobel, lui, il est né dans un milieu culturellement très favorisé.
les deux parents étaient des intellectuels de haut niveau, ce qui a fortement favorisé sa carrière, certainement. Ce n'est peut-être pas le cas des enfants que vous traitez, mais je pense que vous avez certainement parmi ceux-là des gens qui, grâce à vous, auront un destin meilleur que celui auquel ils auraient et dont ils auraient hérité en l'absence de traitement. Je crois que je vais m'arrêter là. Je vais laisser la place pour les questions. J'espère qu'il y en aura quelques-unes.